Bienvenue pour cette troisième table ronde. Voilà qu'à la FEMS, on compte sur votre vivacité et votre persévérance. Donc, restez avec nous, posez des questions, tenez des propos radicaux. On va essayer de faire pareil, hein, les intervenants, s'il vous plaît, pour, pour éviter l'effet de fin d'après-midi. Donc juste un mot sur le thème donc, de cette table ronde, faire collection et décollection avec les habitants. Donc, bien évidemment, il y a plein de choses qui vont se croiser, se répondre, mais pour repositionner en deux mots, donc ce terme, je pense que celui qui appelle peut-être le plus de curiosité, c'est le terme de décollection. Donc il a été choisi en référence à une initiative du musée régional Schwischlihus, je crois que j'espère que j'ai bien prononcé. Si quelqu'un parle suisse-allemand, vous pouvez me corriger. Donc en Suisse, dans la région de l'Emmental. Et en fait, c'est une initiative qui présente sur leur site internet comme sous la punchline, comme on dit, vieux truc cherche nouvelle gloire. Donc, en fait, leur statut leur permet la déaccession des collections, hein, donc la dépatrimonialisation. Et en fait, ils expliquent, donc comme ils ont cette possibilité, eux, ils s'en servent, mais ils tiennent vraiment à impliquer les habitants qu'ils qualifient de propriétaires effectifs du patrimoine culturel, et donc ils ne voient pas d'autre manière de faire que de décider ensemble du sort qu'on réserve aux objets, en particulier ceux que l'équipe du musée souhaiterait proposer à cette déaccession. Pour eux, c'est ce qui revient à une gestion responsable du patrimoine. Ça fait écho aux propos de ce matin aussi, et cette question de la subsidiarité qui a été évoquée. Donc c'est un peu voilà, sous cet angle de collection et décollection, mais vraiment dans le lien qu'on peut faire aux habitants pour constituer et pour défaire parfois ou remodeler. Donc on va explorer trois axes au fil des questions à nos intervenantes. Donc la question des acteurs qui sont impliqués et des jeux de pouvoir dans la constitution et la déconstitution des collections. Aussi questionner la démarche patrimoniale dans ce qu'elle a dans son historicité, donc dans sa légitimité aussi, et parfois sa pertinence, puisqu'elle est faite de nous tous et toutes, hein, elle est très humaine, cette démarche patrimoniale, elle n'est pas uniquement un process scientifique, et puis s'interroger sur l'adéquation du cadre d'exercice et du statut des collections des musées, des écomusées en France pour ces ambitions participatives. Donc pour discuter de tout cela pendant la petite heure qui nous est allouée, je vais partager l'animation avec Solène Fauvatel, donc que je laisse se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc je suis Solène Fauvatel, en master direction de projet et d'établissement culturel à l'Institut Denis Diderot. Et pour ce faire, nous allons écouter aujourd'hui Valérie Perlès, directrice du musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, et Cédric Crémière, muséologue. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement tous les deux? Je commence. J'ai le micro. Oui, bonjour à tous, très heureuse d'être parmi vous. Donc Valérie Perlès, j'ai un parcours plutôt au sein des musées de société et je dirige depuis 1 an et demi le musée d'art et d'histoire Paul Éluard de Saint-Denis. Je reviendrai peut-être sur le nom un peu plus tard. Et donc, peut-être juste en préambule avant de passer la parole à Cédric pour se présenter, j'ai eu quelques difficultés quand on m'a proposé ce sujet sur la décollection, on y reviendra, mais voilà, le fait qu'on ait échangé et qu'on ait pu dégager ensemble des angles et des axes de réflexion, finalement ça s'est avéré assez passionnant. Cédric Crémière, je me définis comme muséologue et travaillant et faisant des recherches sur la question des musées, aussi bien d'un point de vue de ma carrière dans le public qu'aujourd'hui en tant que consultant en muséologie. Je m'intéresse particulièrement à tout ce qui est à la frange, c'est-à-dire les sujets tabous dans les musées, les questions de restitution, les questions de tri, d'éthique et de valeur. Et je suis très heureux d'être parmi vous. Alors désolé d'être à distance. Et je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup de participer Valérie et Cédric. Une première question à vous deux pour rebondir sur le thème de la première table ronde. Pour vous, qu'est-ce qui fait la différence entre un musée qui accumule et un musée qui fait collection? Peut-être Valérie? Oui, alors question difficile. En fait, pour commencer, peut-être revenir sur le nom de ce musée, qui est un nom assez long, sur lequel on va certainement réfléchir dans l'avenir.
puisqu'en fait le musée d'art et d'histoire Paul Éluard de Saint-Denis est un musée qui est à la fois un musée de beaux-arts, qui est un musée littéraire, qui est un musée d'archéologie, qui est un musée d'histoire, et qui très bientôt sera, je l'espère, un musée de société. Et donc, ce qui est assez intéressant dans ce lieu, c'est que finalement, on conserve des collections de nature très différentes. On est dans un Carmel du XVIIe siècle, donc on a un fonds des Carmélites. On a donc un fonds d'archéologie médiévale autour des fouilles de la basilique de Saint-Denis. On a une apothicarie provenant de l'ancien Hôtel-Dieu. On a un énorme fonds sur la Commune de Paris. On a également un fonds Paul Éluard, évidemment, puisque c'est le musée éponyme. On a un fonds sur Francis Jourdain, qui est un des pères du design en France. Voilà, donc on a des collections très hétérogènes. Et en fait, sur la question de l'accumulation, je voudrais insister sur le fait qu'en fait, une collection, plus qu'une accumulation, c'est plutôt une stratification qui résulte à la fois de l'ère du temps, évidemment, qui résulte aussi des opportunités, qui résulte de la commande politique, qui résulte aussi de la sensibilité de ces différents conservateurs, et qu'en fait, voilà, on est face à cette stratification dont il faut évidemment tenir compte quand on se retrouve face à une collection, et donc on doit plutôt travailler autour d'un héritage. La question de fond, c'est comment on le re-questionne, comment on le fait évoluer, comment aussi on accepte de mettre de côté une certaine partie des collections, puisque ça ne correspond plus forcément à notre projet ou au discours qu'on a envie de développer, mais en même temps, ces collections mises de côté, comment on continue à les faire exister dans d'autres lieux, dans d'autres temps, et peut-être insister aussi, parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé aujourd'hui, sur le fait qu'on est d'abord un réseau de musées, que les collections peuvent circuler, que pour qu'elles puissent circuler, il faut qu'elles soient rendues accessibles. Donc ça suppose aussi un travail de musée, d'inventaire, de récollement, de mise en ligne. Et finalement, c'est aussi la condition pour que ces collections continuent à vivre malgré les regards successifs qui vont se porter sur et les différents projets qui vont constituer les musées et leur évolution. Cédric, pour toi, la différence entre un musée qui accumule et un musée qui fait collectionne? Peut-être une forme d'effroi par rapport à ces accumulations, justement, et un trop-plein matériel assez incroyable. Je ne sais pas s'il y a un seul musée de France qui sait exactement combien d'objets il conserve, par exemple. Tantôt on parle de millions d'objets, de grandes séries, de lots, donc j'interrogerais déjà le sens finalement de ce trop-plein. Sommes-nous aujourd'hui réellement en capacité complet qui est à la fois de les rendre accessibles. La différence, elle est peut-être liée justement à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une collection, constituer une collection, comme tu le disais Valérie, c'est aussi prendre en compte toute cette chaîne patrimoniale. C'est-à-dire finalement, devons-nous nous séparer de certaines collections pour avoir la capacité d'en accueillir d'autres? Et est-ce que finalement une collection, ça n'est pas un ensemble fini dont on peut dire qu'on traite ou qu'on a traité toute la chaîne patrimoniale de manière satisfaisante, c'est-à-dire la documentation, les questions matérielles de conservation et les questions d'accessibilité. Merci beaucoup. Et donc la question qui en découle est: quel est votre regard sur les effets de la muséification des objets du quotidien et quelles en sont les intentions et les effets? Est-ce que vous avez entendu la question, Cédric? Non, j'ai pas entendu. Solène, est-ce que tu peux parler un peu plus fort dans ton micro? Quel est votre regard sur les effets de la muséification des objets du quotidien et quelles en sont les intentions et les effets? Il se passe quelque chose d'incroyable dans le musée qui est
presque de l'ordre de la transformation, de la transsubstantiation pour la religion chrétienne, c'est-à-dire qu'un objet qui rentre au musée, il va changer fondamentalement de statut administratif, juridique et symbolique. Et je pense que ça, c'est la part la plus incroyable et qui est peut-être, quand on est dans des objets issus d'un patrimoine de pouvoir royal, etc., on a l'impression que ce chemin est moins grand que des objets dits du quotidien qui tout d'un coup deviennent des trésors nationaux. Alors ça pose plein de questions, je pense que c'est la question de la fonction. Certains parlent d'usage, d'autres d'utilité, enfin, les sociologues de la matérialité ou les historiens de la matérialité abordent ces questions. Ce serait intéressant de voir comment un objet va perdre complètement son usage en entrant au musée. Un objet très, très pratique. Je pense que ça pose, puisqu'on est dans la question du lien avec l'habitant, c'est finalement un objet qui a perdu son usage, comment le reconnecter à l'habitant. Puisque est-ce qu'un quelqu'un qui donne un objet a encore accès à cet objet une fois qu'il est au musée? Alors, j'ai la réponse, c'est non, en fait, pas vraiment, puisque au mieux, il pourra le venir voir, porter des gants, toucher, enfin pas vraiment toucher l'objet. Mais en tout cas, il y a cette perte de fonction. Il y a la question de l'histoire et aussi de la polysémie des objets, puisqu'un objet n'a pas le même sens en fonction des individus. Donc c'est cette part du mystère de l'objet, je pense, qui est intéressante à regarder quand on rentre au musée. Et j'ai une question que je vous pose, collègue. Enfin, en tout cas, moi, je m'interroge beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui, l'entrée au musée, c'est essentiellement un acte administratif, un acte de présence, par exemple. Un objet est présent dans les réserves, il est inscrit à l'inventaire, mais on perd certaines couches. Moi, je les imagine, ces couches de connaissances, un peu en pelure d'oignon, comme ça, et du reste, elles peuvent se rajouter une fois que l'objet est entré au musée. Voilà, je pense que c'est une question aujourd'hui fondamentale de la distance entre les objets et les habitants et les gens, finalement, les citoyens. C'est cette barrière relativement étanche que les musées dressent pour des questions derrière souvent un prétexte très matériel, de conservation matérielle. Peut-être pour enchaîner, si j'ai bien compris la question aussi, c'est quelle est l'utilité d'intégrer des objets du quotidien dans un musée? En tout cas, nous, c'est la question qu'on se pose, puisqu'on est un musée plutôt archéologique et beaux-arts et littéraire, et du coup, il y a très peu d'objets du quotidien. Pourtant, on est situé dans un territoire industriel, avec une population ouvrière importante, avec des migrations successives, et finalement, ces objets du quotidien sont quasiment absents de l'inventaire. Alors, nous, l'intérêt qu'on y voit, j'aurais dû le dire en préambule, en fait, la commande politique qui nous est passée, c'est vraiment de transformer ce musée en musée de Saint-Denis, en musée du territoire, mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, avec l'objectif de vraiment faire venir les habitants qui se sont concernés par ce musée et que voilà, on puisse avoir un récit dans lequel ils se retrouvent. Donc l'intérêt de l'objet du quotidien, c'est que finalement, il est immédiatement identifiable. Il crée une familiarité, il renvoie aussi à notre propre expérience, et que cet objet du quotidien mis en perspective avec des objets semblables ou des objets d'autres contextes permet aussi nous de prendre de la distance par rapport à cette expérience. Et nous, c'est un outil de médiation pour le coup assez intéressant, puisqu'il nous pousse à nous poser des questions sur notre environnement, sur notre société, sur notre vécu. Donc pour le coup, pour nous, ça sera un outil... mais j'y reviendrai, c'est vrai qu'on est en train de réfléchir ce nouveau projet de musée vraiment entre un dispositif de médiation et un dispositif d'enrichissement des collections, puisque pour nous c'est complètement articulé par rapport au nouveau projet de musée. Peut-être évoquer quelques objets qu'on souhaiterait faire rentrer en collection dans les mois ou les années qui viennent. C'est des objets assez anecdotiques, mais juste pour vous montrer un peu comment on est en train de réfléchir le territoire.
On a eu l'occasion d'avoir des échanges avec l'amicale des Bretons de Saint-Denis. Et en discutant avec eux, on s'est rendu compte que ça pourrait être assez intéressant de faire entrer un objet comme une crêpière. Alors, je crois qu'on dit piling en breton, je suis pas très bonne en breton. Et cet objet, en fait, il est hyper intéressant parce que on voit que dans les photographies d'archives des années 20 ou 30, les Bretons de Saint-Denis faisaient déjà des crêpes pour accumuler de l'argent, pour ensuite lancer des actions militantes, des actions syndicales, etc., etc. Et finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc cet objet de la crêpière, hein, peeling, ça nous permettrait aussi d'évoquer la question de l'engagement militant et politique de ces populations issues de l'immigration, ce qui va être quand même un axe important pour nous. Un autre objet auquel on a pensé en échangeant avec la sociologue de la ville, on a la chance d'avoir une sociologue municipale qui réfléchit vraiment sur la question du territoire, des migrations, de l'analyse aussi des conditions socio-économiques des habitants. En discutant avec elle, on s'est dit que ça serait assez intéressant de faire entrer au musée des objets liés à l'économie de subsistance. À Saint-Denis, par exemple, il y a eu toute une polémique autour des vendeurs de brochettes qui étaient sur la place de la gare du RER. Et en fait, ce qui nous paraissait pertinent, c'est que c'était aussi une façon de réfléchir sur comment ces populations en situation de très grande précarité négociaient leur place dans l'espace public et les débats que ça pouvait soulever. Donc, par exemple, ces objets de l'économie de subsistance à Saint-Denis. Pareil pour les mécaniciens de rue, puisque voilà, c'est une activité qui est assez importante. Ça nous paraissait être des objets matériels très concrets qui nous permettaient ensuite de tirer des fils sur des sujets sociaux, politiques et culturels plus importants. Saint-Denis, vous le savez, en tout cas, enfin peut-être que je vous l'apprends, mais le musée est situé équidistant entre la basilique et le Stade de France. Donc voilà, on a deux monuments majeurs de l'histoire nationale. Et par exemple, autour du Stade de France, ça nous permet d'évoquer à la fois les grands moments de célébration nationale, bon, bah, évidemment 98, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, mais ça nous permet aussi de parler de certaines luttes et de certaines contestations. Par exemple, on pourrait collecter des témoignages autour du match qui a fait grand bruit entre la France et l'Algérie. Donc voilà, voilà comment on commence un peu à réfléchir ce territoire de manière un peu renouvelée. Oui, c'est bien. Enfin, pour continuer dans la lancée, c'est bien cette question finalement de nouveaux territoires du musée, territoire physique. Parfois, c'est comme le cas de l'écomusée de Fresnes, Grand Orly, Seine-Bièvre, c'est pareil. Il y a des reconfigurations en Seine-Saint-Denis. Il y a beaucoup de reconfigurations territoriales aussi. Finalement, est-ce que tu peux vraiment, poursuivre dans le développement de la manière dont ce territoire et la commande politique qui vous est donnée, comment tu arrives, comment l'équipe et les personnes autour avec lesquelles vous travaillez dans leurs différentes fonctions, comment vous arrivez à enclencher ce processus de nouveaux regards, nouveaux récits, quand même voilà un choix, des priorisations, de dire comment ça peut se passer, finalement de dire j'ai besoin d'acquérir des collections, mais il y a une partie des collections dont je ne vais plus me servir. Comment tu arrives à mettre en œuvre ce dialogue-là pour que ça se passe de manière la plus satisfaisante pour tout le monde? Ouais, en fait, c'est plus compliqué que ça parce que évidemment, on travaille sur les collections existantes et la façon de travailler cet héritage et la manière d'avoir une emprise plus contemporaine sur le territoire, elle s'articule autour de deux logiques. Donc une logique vraiment réflexive sur les collections existantes, parce qu'en fait le musée possède des collections passionnantes, mais peut-être que j'y reviendrai. Et en fait, à travers les collections existantes, que ça soit la Commune de Paris, que ça soit Paul Éluard, que ça soit Francis Jourdain, que ça soit l'archéologie médiévale, évidemment, c'est l'histoire de Saint-Denis qu'on raconte. Mais c'est pas forcément clairement explicité et l'articulation entre ces différentes collections n'est pas faite. Donc tout l'enjeu sur ce travail réflexif sur les collections, c'est de construire un récit qui les prenne en considération et qui crée de nouveaux fils conducteurs. Et en fait, plus on travaille sur les collections, plus on se rend compte qu'elles sont extrêmement cohérentes et que ça raconte une autre histoire du territoire.
et on peut aussi les réutiliser différemment. Je vous donne un exemple. On a un fonds majeur autour de la commune de Paris. Donc on peut se dire a priori pourquoi la commune de Paris à Saint-Denis. Et en fait c'est assez, quand on creuse c'est assez cohérent. En fait ce fonds résulte d'une exposition qui a eu lieu en 1935, qui a été commandée par le maire de l'époque, hein, qui s'appelle Doriot, et qui a fait scission avec le Parti communiste et qui voulait se racheter une sorte de vertu de gauche avant de fonder le premier parti fasciste français. Et donc, il a commandé aux conservateurs cette exposition sur la commune de Paris. Ça a suscité beaucoup de dons. Enfin, ça a été une exposition qui a eu un très grand succès. Et donc, on se retrouve à la tête d'une collection absolument incroyable autour de la commune. Aujourd'hui, cette collection, elle est présentée de manière très historique. En fait, l'accrochage est pensé un peu comme un manuel d'histoire en 25 chapitres, je crois, qui raconte voilà, cette histoire de la commune, de la guerre franco-prussienne jusqu'au siège de Paris. Et cette collection qui est essentielle, en fait, on aimerait nous la revisiter en s'intéressant à la manière dont cet imaginaire et ces grandes figures communalistes ont été remobilisés au fil du temps par les différents mouvements populaires, justement pour s'affirmer, pour revendiquer une filiation. Donc en fait, on va être dans une démarche vraiment où on va s'interroger sur finalement la Commune de Paris, ça nous dit quoi de l'engagement à gauche, et ça nous dit quoi de l'histoire de Saint-Denis, parce qu'évidemment les références à la commune, elles sont omniprésentes. Donc voilà, on va plutôt s'intéresser à comment ces imaginaires, comment ces figures ont été remobilisées à travers le temps, depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui. Et donc la question suivante est pour Cédric. Quelle est ta vision d'une démarche participative sur la constitution, la gestion d'un potentiel tri du patrimoine? Quelles conditions on doit réunir pour toi et les modalités à adopter? Est-ce que je peux ajouter quelque chose à ce que vient de dire Valérie pour compléter Oui, bien sûr. Et après, j'essaierai de rebondir sur la question. Par rapport à cet imaginaire collectif, puisque vous avez eu l'entretien du duc de Varine, et j'accompagne l'écomusée du Creusot dans le cadre de son PSC avec Yann Domenech. On a fait un long entretien aussi avec Hugues de Varine, et on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a un récit divergent entre l'histoire qu'on m'a racontée quand j'ai fait des études de muséologie, et finalement c'est cette question d'association des habitants. Et c'est intéressant parce que l'histoire même de l'écomusée témoigne de cette difficulté de lier l'histoire et la mémoire. Et moi, je pensais, quand on parle des antennes du Creusot, qu'il y avait une volonté réelle de structure, d'être des satellites. Et le musée de la mine de Blanzy, son histoire, ce sont bien des habitants qui ont décidé de ne pas être dans l'écomusée. Et je pense que c'est intéressant de se poser aussi la question de ce que le musée fait, c'est-à-dire, et effectivement, il y a une difficulté matérielle non négligeable, que le musée accumule des objets et qu'il est obligé de gérer ces strates un peu comme une archéologie de la mémoire collective à travers un instrument ou une institution patrimoniale, mais se poser aussi la question, finalement, qu'est-ce que ça signifie que les habitants, j'espère que ça fait une transition avec la suite, mais peut-être ne veulent pas de ça, d'un lien à une mémoire, à un patrimoine qui n'est pas celui-là. Vous verrez, enfin, c'est ce qu'avait montré Michel de Certeau, l'historien Michel de Certeau, quand il a eu une commande un peu pour le ministère de la Culture dans les années 70, et autour de l'invention du quotidien, et finalement révélant qu'il y a des espèces de patrimoine cachés, enfin, que les gens fabriquent leur propre patrimoine et qui échappent à l'institution. Peut-être que c'est une des pistes finalement, c'est qu'il y a des choses qui existent et qui existent en dehors des musées, et qu'à cause de ce que j'appelais la muséification, les gens ne souhaitent pas priver
une culture ou des objets, de leur usage, etc. Et donc ça, à mon avis, c'est aussi une piste intéressante de regarder ce qui se passe dans l'à côté. Et ensuite, sur la question du musée, je pense qu'il y a une nécessité peut-être d'un renouvellement profond des pratiques. Il y a un mouvement, je pense, très fort autour de la pratique de la conservation. Et aujourd'hui, ça occupe une telle place, d'une forme un peu obsessionnelle quand même, de la conservation matérielle de l'objet. Il n'y a qu'à voir des fois certains cartels qui ne sont que autour de la matérialité de l'objet et très peu autour du sens ou de son histoire. Et peut-être qu'il y a cette peur parce que l'objet doit être traversé par quelque chose de vivant et que les habitants ont besoin d'être reconnectés et qu'il faut interroger aussi des pratiques comme certains musées à l'étranger le font. Je travaille pas mal avec les musées australiens et les communautés aborigènes. Il y a des musées qui ouvrent leurs portes ou une partie des réserves de manière très libre pour des usages, etc. Donc on pourrait peut-être s'inspirer aussi de certaines choses et on s'abrite souvent derrière le statut. Mais je pense que nous, je me mets dedans, hein, professionnels de musée, on a créé autour de nous une espèce de forteresse et qu'il serait intéressant de rendre cette forteresse un peu plus poreuse. Alors, c'est très compliqué la question que tu poses, Solène, sur ce qu'il faudrait faire. Je pense qu'il y a aujourd'hui une intention de tout le monde de revenir en termes de proximité, d'essayer de rentrer en contact, etc. Aujourd'hui, moi, dans mon activité de conseil, c'est une question qu'on se pose tous autour de la table avec les clients. J'ai une manière un peu, j'essaye d'y répondre en se posant la question réelle de ce qu'est l'habitant ou le citoyen, enfin le public dont on parle en permanence. Alors je vais vous présenter en avant-première mon outil pour tenter de répondre à ça. Alors, c'est pas une poupée gonflable. En fait, c'est Claude. C'est mon intelligence naturelle, low-tech, pour rester dans le thème de la FEMS. En fait, c'est le symbole d'un individu qui peut être un homme, une femme, âgé, pas âgé, souffrant de handicap. Et c'est l'idée, et Claude maintenant va m'accompagner. Je l'ai reçu ce matin. Donc, et c'est pour moi, au-delà de la plaisanterie, mais c'est pour symboliser, lorsque l'on a nos réunions, nos ateliers, c'est pour symboliser une présence, une vraie présence. Parce que derrière ces histoires d'objets, de mémoire et d'histoire, ce sont des individus et des trajectoires, en fait, de vie. Alors, c'est très compliqué autour de questions de concertation, etc. En tout cas, voilà, une partie de ma réponse, c'est d'abord d'essayer toujours de penser à cette personne dont on parle tout le temps mais qui n'est jamais là, et puis de la représenter en essayant de l'incarner. Alors, vous voyez, Claude a même un cœur. Hein, mais Claude n'est pas qu'un cœur, c'est aussi... Voilà, Claude peut penser. Voilà. Donc Solène, c'est ça ma réponse. La réponse, c'est Claude et c'est l'intelligence naturelle low-tech. Et c'est comme ça qu'on arrivera à briser un peu les barrières avec ce public dont on parle tant. Et Cédric, juste pour poser une question très précise à ce sujet, c'est venu quand on a préparé la table ronde, à un moment est venue la question de combien ça coûte. Et ça a été évoqué aussi dans la première table ronde. Pour toi, par exemple, est-ce qu'il faut mettre sur la table combien ça coûte? Est-ce que ce choix que Yann a dit, est-ce que 100 000 € c'est raisonnable pour conserver des collections? Est-ce que c'est un débat qu'on pose comme ça? Vraiment, est-ce que ça vaut le coup financièrement? Est-ce qu'on a envie de le faire? Parce que j'ai pas l'impression que dans notre démarche participative, on met souvent l'aspect financier en jeu.
Donc d'après toi, est-ce que ce serait quelque chose qui vise à plus de transparence dans le débat? Ou c'est Oui, je dangereux? pense qu'il faudrait raisonner dans une sorte d'économie globale, de pensée économique, même du coup environnemental de la conservation. En fait, moi, sur cette question des tabous qui m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi on s'autorise dans les musées quelque chose que l'on ne s'autorise pas chez soi. Pourquoi avons-nous des fois des collections dans des états catastrophiques, des amoncellements énormes, des choses qui encombrent en fait? Et pourquoi sommes-nous face à cette situation dont on peut dire, enfin dont je pense beaucoup de gens ont honte. Hein. Combien de réserves, moi j'ai visité où on m'a dit mais ça on le dit pas, ça on le montre pas. Alors on montre en général une part bien rangée, bien propre, etc. Mais c'est plutôt revenir à cette idée de collection circonscrite et se poser la question de avons-nous les moyens, dans ces moyens, il y a les moyens de documenter, d'informer les collections et les moyens financiers de les conserver. Alors, on pourrait quand même se poser des questions sur cette interprétation d'entrée au titre de patrimoine national de tout un tas d'objets dont beaucoup de gens reconnaissent qui peut-être qu'ils n'en valent pas la peine, sachant qu'on a aussi une domanialité publique qui est extrêmement protectrice en France. Donc moi, je ne suis pas du tout pour dire qu'il faut plus de statut très protecteur. Je pense que c'est une très grande chance, mais il faut peut-être davantage de priorisation, de clairvoyance dans les priorités et ne pas forcément considérer à plat finalement tous les objets de la même manière. En tout cas, si on se pose pas, si les musées ne se posent pas la question, je pense que quand d'autres se poseront ces questions, il commencera à être trop tard. Oui, et pour poursuivre, il faut assumer aussi cette part très personnelle dans les musées où, pour rebondir sur la commentaire que je faisais ce matin, il n'y a pas d'archivage réglementaire. Donc finalement, toutes les politiques d'acquisition, elles dépendent d'un contexte, d'un temps, de personnes. Et on sait, même si on va vers plus de collégialité, de transparence, qu'il y a un contrôle scientifique et technique, c'est encore extrêmement dépendant de qui a envie de travailler sur quoi, la formation initiale, ce qu'on lui demande de faire, la vraie motivation ou pas d'être arrivé là. Enfin, comment tu vois, Valérie, à Saint-Denis et après Cédric aussi dans les musées que tu accompagnes, ce rapport à la personnalisation, comment il est traité? Est-ce qu'on peut le confronter aussi de manière constructive? Ouais, c'est une question que je me pose beaucoup, parce qu'on rédige notre projet scientifique et culturel. Enfin, on vient de l'achever il y a quelques jours. Et effectivement, sur ce travail de revisiter l'héritage, on est beaucoup revenu sur l'histoire du musée et de ses conservateurs successifs. Et c'est une histoire finalement qui a été assez peu faite et qui nous a beaucoup éclairé sur pourquoi ce musée est ce qu'il est aujourd'hui et sa signification. On évoquait la stratification, le palinceps tout à l'heure, et effectivement, un musée qui a plusieurs décennies est forcément le résultat de ces strates, et en tant que nouveau responsable de collection, on se doit, tel un archéologue, d'aller creuser ces différentes couches pour comprendre de quoi elles sont constituées. Ce qui est assez intéressant, que j'ai découvert récemment, c'est que le musée a réouvert après-guerre, et que la demande très explicite des élus était d'en faire un musée de la vie ouvrière, avec le soutien de la direction des musées de France, et de recruter un conservateur ethnologue qui était un proche de Georges-Henri Rivière. Ce conservateur ethnologue s'appelait Vladimir Tonnet, et il a rédigé un pré-projet scientifique de ce musée de la vie ouvrière et de ce musée industriel, où, selon le plan monographique d'usage dans les années 40, il étudiait l'organisation du travail, la vie à l'usine, la sociabilité ouvrière, les temps festifs, la vie de famille, etc., etc. Donc un plan très très classique. La direction des musées de France a mis en garde le maire de l'époque sur le fait qu'il y avait d'importantes collections archéologiques issues des fouilles de la basilique,
et qu'il était quand même très utile d'avoir un conservateur adjoint qui soit archéologue. Alors il y a un peu de flou, j'ai pas tout remonté, mais finalement c'est une conservatrice archéologue et surtout historienne de l'art qui a été nommée. Et la question du musée de la vie ouvrière, elle l'a traitée à travers la représentation du monde ouvrier par les artistes. Et donc pour cela, elle a réuni une collection de beaux-arts assez intéressante pour relayer la vie des ouvriers du point de vue des artistes. Donc, généralement, ce sont des artistes communistes engagés, et donc c'est aussi une histoire extrêmement intéressante. Et elle a mis en dépôt dans les années 50 une collection d'outils. En fait, il y avait un musée industriel, et elle a mis ce musée industriel en dépôt au lycée technique de Saint-Denis. Donc on n'en a évidemment plus de traces, mais du coup, comment aussi une personnalité de conservateur qui voulait positionner ce musée comme un musée d'histoire de l'art, parce qu'elle avait aussi une ambition d'être conservatrice dans un musée de beaux-arts national, comment aussi une personnalité, une figure de directeur, modèle le musée à son image. Et c'est vrai qu'on a, en tant que directeur de musée, on a une vraie responsabilité, et il est vraiment utile de refaire cette histoire et de savoir comment on se repositionne. Tu me coupes si je suis trop longue. Le conservateur qui a pris la suite était aussi un critique d'art, journaliste, qui était élu à la Courneuve et qui était très introduit dans le milieu artistique communiste de l'époque. Et il a continué à enrichir cette collection avec des tableaux, avec une collection Beaux-Arts. Et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde cette collection avec un peu de réflexivité, cette démarche, c'était aussi l'ambition de la démocratisation culturelle dans cette banlieue rouge, où finalement l'idée c'était de donner accès au monde ouvrier, et un accès direct à l'art, avec un grand A, et on est dans une logique vraiment à la fois d'acculturation et d'éducation populaire. Donc ça aussi, c'est une matière qu'on aimerait vraiment travailler dans le futur projet, puisque finalement, ça raconte quand même le territoire, ça explique pourquoi ces collections sont là, ça explique pourquoi cette stratification, finalement, elle a une logique et une cohérence, même si on a l'impression que c'est des fonds complètement éclatés, qui ont une cohérence interne, mais qui ne dialoguent pas entre eux. En fait, quand on creuse et quand on se donne la peine de refaire l'histoire des différents conservateurs, finalement on se rend compte que c'est quand même l'histoire du territoire qui se dessine. Cédric, si tu as un mot sur cette question de la personnalisation de la politique d'acquisition. Il y a deux mots qui me viennent en tête, c'est pouvoir et responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, constituer une collection publique en tout cas, c'est un pouvoir énorme qu'une seule personne puisse décider de ce qu'est une part du destin collectif finalement à travers le patrimoine qui va constituer la mémoire qui va être illustrée. Et avec ce pouvoir va une responsabilité justement. Je ne suis pas sûr que toujours c'était très clairvoyant, c'est-à-dire qu'on ait conscience que c'est d'abord de l'argent public, c'est pas l'argent du conservateur, c'est quand même de l'argent mis à disposition. Je pense que ça c'est une vraie question quand même, de prendre soin des moyens qui nous sont confiés. Et moi je reviens à mon obsession, c'est-à-dire que pour moi une collection n'existe que si l'ensemble de la chaîne patrimoniale est prise en compte. Et je le dis de manière un peu provocatrice, mais quand je discute, plus je travaille à l'étranger, plus les collègues étrangers tombent des nues quand je leur raconte certaines pratiques. Il y a des pays où il est inconcevable qu'un objet soit dans une institution muséale sans être clairement inventorié et connu. Par exemple, nous, en France, on a fait les inventaires rétrospectifs, etc. Pour les questions de coûts, c'est intéressant. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Si vous regardez la manière dont les musées belges fonctionnent, la plupart sont des statuts d'association et donc rassemblent des fonds et ils payent leur loyer et leur salaire et ils payent leur lieu de réserve sur leurs fonds. Et étonnamment, si vous regardez les réserves des musées belges, elles sont gérées différemment.
et surtout les acquisitions sont interrogées un peu différemment. Et je pense que c'est ça la question, c'est que nous sommes dans un monde fini, un monde, enfin, le musée est quand même un élément du monde matériel, et qu'on doit se poser cette question de peut-être de compléter, mais alors pourquoi ne pas faire sortir des collections si on veut en faire entrer d'autres, et élargir cette question, enfin autour de la question de la responsabilité, peut-être élargir, peut-être même outre les commissions qui sont des commissions de spécialistes, d'interroger simplement ce que signifie conserver des objets pour le collectif. Bien sûr, on parle toujours du collectif, c'est un côté très rassurant. Moi-même, j'ai constitué des collections dans le musée que je dirigeais au Havre, même beaucoup de collections. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on se pose la question de manière plus large. En tout cas, par rapport à la responsabilité qui est la nôtre, au pouvoir finalement très important, que les musées ne sont pas neutres du tout, et peut-être aujourd'hui, dans la raréfaction des moyens publics, voilà, s'interroger, poser cette question de cette manière-là, avec la FEM s'est bien placée sur des musées, disons, solidaires et prenant en compte l'environnement. Voilà, ça pose aussi ces questions dans des réserves souvent climatisées qui sont des gouffres environnementaux. Et donc moi, ma question, elle va reprendre un peu ce dont on parlait juste avant, la question du territoire et des habitants. Et Valérie, pour toi, est-ce que on peut faire d'un musée un outil d'attractivité du territoire et également un lien social pour son voisinage? C'est une question difficile et je ne vais pas complètement y répondre. Mais pour reprendre cette idée de responsabilité, je pense qu'elle est vraiment importante. On a parlé du responsabilité des équipes scientifiques des musées, mais il y a aussi la question de la responsabilité des communautés patrimoniales, et là dans le cas d'un musée de ville, des habitants. Et je pense que c'est vraiment, qu'on a aussi un travail d'accompagnement justement de ces communautés dans le processus de désignation de leur patrimoine. Et on a un travail, je pense, en tant que musée, de modérateur et de mailloticien aussi de nouveaux patrimoines. Donc là, je pense qu'il y a une vraie utilité sociale. Je disais que tout à l'heure, on positionnait cette nouvelle politique d'enrichissement des collections entre des dispositifs de médiation et une politique d'enrichissement des collections. Et ça passe par différents ressorts qui ne sont pas très originaux. Mais c'est vrai que l'idée, c'est aussi de capter l'intérêt de ces habitants qui ne viennent pas au musée, de leur faire prendre conscience que le musée, c'est avant tout leur musée, que c'est un lieu où ils doivent se sentir bien, où ils doivent avoir envie de venir. C'est aussi un musée qui doit les rendre fiers de leur territoire. Et donc pour ça, on est en train d'imaginer, mais on est sur des dispositifs qui sont complètement empiriques, puisque on commence, des temps et des lieux qui seraient les leurs. Donc, par exemple, c'est très pragmatique, mais par exemple, un jeudi soir par mois, on propose une sorte de carte blanche, on va faire un appel à projet pour que des associations puissent proposer, dans le cadre du musée, un temps de programmation en soirée. Il y a évidemment tous les projets artistiques participatifs qui aussi permettent de susciter une adhésion et une implication. Et puis, il y a la question de l'enquête collecte. Et puis, je pense qu'on va pas trop développer là-dessus parce que ça nous amènerait trop loin. Et il y a toute la question du patrimoine culturel immatériel dans le sens d'un patrimoine qui soit porté par des communautés et le rôle du musée comme lieu où on encadre, où on accompagne. C'est vrai que nous, on a vraiment une volonté d'introduire davantage d'ethnologie dans le musée. Et c'est vrai que le travail des ethnologues, on l'envisage plutôt comme un travail d'encadrement, de susciter à la fois l'envie des communautés de participer,
d'animer ces réseaux participatifs, de gérer aussi les antagonismes, puisque évidemment c'est pas non plus un longeur, enfin désigner un patrimoine, ça fait souvent débat. Donc voilà, nous on aimerait plutôt être le lieu où ces débats peuvent avoir lieu, où des discours contradictoires peuvent cohabiter. Et donc voilà, on envisage la constitution de ces nouvelles collections sur le contemporain, vraiment à travers un prisme plutôt du patrimoine culturel immatériel. Oui, je préviens mes collègues, juste modifier un petit peu la fin de la table ronde parce que l'heure tourne et que on voulait laisser quelques temps pour les questions et les réactions. Justement, dans cette dynamique de co-construction ou de co-déconstruction, on a parlé de génération ce matin. Comment est-ce qu'on peut intéresser, est-ce que les jeunes s'intéressent à ces démarches patrimoniales sur le territoire, sur leur territoire? Est-ce que on sait que les associations de bénévoles vieillissent, que on se plaint de pas avoir de forces vives et jeunes qui reprennent cet engagement, hein, je parle pas chez les professionnels, mais cet engagement personnel dans la constitution et la préservation d'un patrimoine de territoire. Je pose la question à chacun, et Solène y compris. En tant que jeune, est-ce que toi tu te sens bien accueilli ou tu as l'impression qu'il y a pour vous dans cette action, cet engagement, au-delà de la profession d'un engagement dans les musées? Mais du coup, peut-être Cédric, est-ce que tu as des exemples, par exemple, de bonnes pratiques ou au contraire de pratiques qui empêchent aussi parce qu'on connaît les effets de génération, de conflit, de légitimité, cette place pour celles et ceux qui sont la société aujourd'hui et surtout celle de demain? Comment on peut vraiment leur proposer, en tout cas, de s'associer? Tu m'entends pas? Sinon, je passe la parole à Valérie. Est-ce que les jeunes, forcément c'est une ville et un département très jeune, est-ce qu'il y a des actions spécifiques ou au contraire plutôt des questionnements aussi qui vous... Là, j'ai pas de réponse miraculeuse. Effectivement, les jeunes, c'est une cible, hein. On est dans une ville avec une moyenne d'âge très très basse, beaucoup de jeunes. On a beaucoup de mal à les toucher, hein, par le public captif, mais c'est plutôt les primaires. Mais à partir du collège, c'est quand même très difficile de les associer. Et on a envie de s'inspirer. Il y a un dispositif à Bobigny, au niveau de la Seine-Saint-Denis, où c'est des sortes alors. C'est la maison de la culture de la Seine-Saint-Denis qui a organisé le Conseil des jeunes. Et en fait, ce qui fonctionne assez bien, c'est qu'ils sont associés aux coulisses. Enfin, quand il y a un concert, quand il y a un spectacle, ils sont vraiment associés aux coulisses. On leur demande de faire des podcasts. Enfin, ils assurent aussi la diffusion de ce qui est proposé. Et donc, nous, on voudrait plutôt réfléchir à des dispositifs qui les rendent acteurs de promotion du musée, d'actions qu'on imaginerait ensemble. Et on a la chance à Saint-Denis, mais c'est le cas de Marseille aussi, d'être une terre du hip-hop. Et donc on va lancer un dispositif d'enquête collecte autour de cette épopée, en association avec une salle de concert un peu mythique à Saint-Denis qui s'appelle la Ligne 13, et on va proposer à des étudiants de Paris 8 de participer à la mise en œuvre de cette enquête collecte. Donc voilà, je pense que pour attirer les jeunes au musée, il faut à chaque fois inventer des choses nouvelles, des dispositifs particuliers. Ça prend du temps, mais quand ça fonctionne, ça peut vraiment, enfin, ça donnera un regard complètement nouveau sur la manière de faire collection dans un musée. Après, mon avis, il est assez subjectif. Je suis dans la boucle, donc j'ai envie de dire, je pense que là, on parle plutôt des jeunes qui ne sont pas forcément dans le domaine culturel, et se mettre à leur place, pour moi, c'est assez compliqué. Même en tant que... Après, les sociétés d'histoire locale, c'est des gens qui sont souvent dans la boucle, comme tu dis. Est-ce que quand on a préparé, tu disais que c'était pas si simple, enfin, c'était pas que les jeunes s'intéressent plus, c'est non plus aussi que les structures sont pas forcément prêtes à lâcher le pouvoir pour le coup. Alors, oui, c'est très vrai.
Oui, effectivement, je pense que pour nous, les jeunes, c'est assez compliqué quand on arrive dans une structure où on a des personnes qui sont là depuis 40 ans et qui sont pas forcément très ouvertes au changement. Voilà. C'est vrai que trouver sa place en tant que jeune, quand on sort d'études, on se sent pas aussi légitime de parler, donc on n'ose pas, je pense. Je pense que c'est donnant, c'est aussi de notre faute et peut-être aussi de la faute en face des personnes qui nous accueillent. Voilà. C'est très vrai, c'est important qu'on l'entende aussi. Parce que c'est pas, voilà, on est une profession qui est quand même pas si vieille que ça, mais voilà, il faut aussi admettre que on n'est pas aussi, il est toujours aussi précurseur et ouvert qu'on le voudrait. Maintenant, place à vous pour les quelques minutes encore. Je ne sais pas si ça a évoqué des questions ou au contraire des réactions, partage d'expérience. Je voulais juste rebondir sur une des dernières questions qui a été posée. Les musées sont-ils des pôles d'attractivité ? La réponse est vaste et demande un vrai débat. Pour ma part, je pense que oui, en tout cas à titre personnel. Sachez en tout cas que certaines collectivités le pensent profondément puisque le département de Saône-et-Loire regroupe dans sa direction adjointe à l'attractivité aussi bien le pôle de santé départemental, le pôle de la lecture publique, mais aussi tous les sites culturels et les archives départementales. Donc c'est vraiment un choix politique là du département. Merci. Oui, Céline Salvetta, musée des Maisons Rouges, musée des Vallées Sévenol. Je pense que la question de se fonder en éthique est absolument fondamentale et qu'il faut de façon permanente et constante se dire que ce n'est pas nos collections, ce n'est pas notre argent, ce ne sont pas nos commissions, nos publics. Et il faut se le marteler de façon permanente. Et je trouve que tout le temps se poser la question de se dire, si j'avais à rendre des comptes maintenant, est-ce que je peux le faire? Que ce soit entrer dans les collections ou en sortir, partager. Et il y a plusieurs expériences qui me font dire qu'il faut... une des choses extrêmement importantes, en fait, c'est d'accompagner aussi les publics dans nos questionnements sur cette question de patrimonialisation. Et j'ai souvenir, Fabrice Denise, d'un projet qu'on avait porté autour du cabinet du Rhône de Marc Dayon, lors des fouilles du Rhône, où on accompagnait des jeunes sur la question, parce qu'au final, on va rejoindre notre thématique qui fait qu'on est tous là aujourd'hui, c'est que les jeunes sont très formés, très informés sur les questions de développement durable, et se poser la question, cet objet, qu'est-ce que je fais? Je le mets dans une vitrine au musée, je le recycle, je le jette, si je le jette, quelle vie? Et en fait, le discours sur la responsabilité patrimoniale, c'est pas si compliqué que ça d'amener le public à y réfléchir. Ça le passionne souvent, et tout d'un coup, ils se regardent, ils s'interrogent, ils se disent, mais voilà, ils interrogent leur quotidien, et je pense qu'il y aurait des ressorts excessivement intéressants de participation si on faisait pendant des années cette médiation autour de nos problématiques professionnelles et de la question de la patrimonialisation. Voilà. Merci pour ces échanges. J'avais une question qui fait un petit peu écho, qui est dans la continuité de la fin de vos échanges et de cette question de la légitimité, qui n'est pas forcément toujours évidente dès lors que... ce sentiment plutôt de légitimité, plus qu'une légitimité proprement dite, dès lors que l'on souhaite... travailler de manière ouverte en termes de collection ou de décollection. On sait déjà combien c'est compliqué d'arriver à toucher les habitants dans toute leur diversité lors de processus de collection ou de collecte, avec une partie de la population qui se sent habilitée et une autre qui se sent illégitime. Et voilà comment déjà trouver cet équilibre, à faire en sorte que chacun puisse avoir sa voix. Et je me dis, sans l'avoir du tout expérimenté,
que cette difficulté, elle serait peut-être encore plus grande dans le cadre d'un processus de décollection. Comment faire en sorte, effectivement, que des personnes qui sont qui se sentent plus éloignées, moins en confiance vis-à-vis de professionnels du patrimoine et des musées, ou vis-à-vis d'un public habitué, ou qui ce sentiment de reconnaissance, pour avoir pour avoir ce regard sur nos collections. Et effectivement, dans le cadre de ces processus de décollection, faire en sorte que que les regards et que les avis soient véritablement partagés et ne soient pas en fait le fait d'une minorité. Non, mais enfin, évidemment, tu as raison, et je pense qu'on a, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on a un rôle aussi d'accompagnement. Enfin, déjà, on a un rôle Enfin, ce que j'ai pas évoqué, c'est qu'on travaille avec le réseau associatif qui est très dense à Saint-Denis. Donc c'est aussi une façon de promouvoir le musée et de recruter de potentiels ambassadeurs. Et évidemment, la question du patrimoine ne va pas de soi. Enfin, elle se travaille, ça nécessite effectivement aussi du temps et une vraie volonté. Et je ne sais pas si tous nos musées sont en capacité d'y mettre toute l'énergie qui serait utile pour faire une vraie démarche participative et citoyenne au sein du musée. Enfin, il y a la question aussi des moyens, des moyens humains qui est évidente. Je ne sais pas si Cédric, tu veux réagir. Moi, juste c'est important la question de comment permettre aux gens de se sentir légitimes. Mais moi, je me demande peut-être qu'en fait, il faut qu'on soit pas là. Parce que si on est là, ça biaise le jeu. Quand on fait un panel marketing, je pense qu'on a beaucoup, faut pas faire des cloisons dans le monde. On a beaucoup à apprendre du marketing quand même. Comment ils font? Ils font un panel où sur les personnalités politiques, il y a personne. Il y a pas l'autorité. Donc, qu'est-ce que les gens se disent quand l'autorité les écoute pas? Je pense que ça décomplexe plus que quand il y a la conservatrice, le conservateur là qui dit alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça tue complètement. En fait, Bah oui. Oui, même au-delà du conservateur, du directeur ou même des professionnels du patrimoine, effectivement. C'est-à-dire que même au sein de la société, il y a faire en sorte que la parole soit véritablement partagée, c'est un réel enjeu. Et effectivement, on l'expérimente un peu tous à des niveaux divers dans le cadre de projets participatifs, mais je me dis dans un processus de décollection, je me dis que ça serait peut-être encore plus marqué, il faudrait être encore plus vigilant pour permettre ce partage de parole. Je pense qu'il faut accepter de laisser la main en fait, et c'est ça qui fait peur. Parce que il y a cette question de confiance, enfin, pour faire le lien avec ce que Serge disait sur qui on interroge, qui a le droit de... Est-ce que c'est même une question légitime qu'on a à se poser ça? Est-ce que déjà choisir à qui on va permettre cette possibilité, c'est déjà hyper fort. Donc est-ce que finalement, il ne faut pas apprendre à moins être là, à moins faire, mais c'est lâcher le pouvoir et c'est risquer... que je dis. Voilà. C'est juste l'inverse en fait que je dis. C'est simplement faire, c'est pas simplement effectivement de dire est-ce qu'on donne complètement la parole ou pas. Je suis complètement convaincue de cela, évidemment. Mais c'est comment, alors nous ou des personnes extérieures effectivement, mais faire en sorte que, on va dire, alors pour simplifier un petit peu les choses, qu'une part de la population qui se sent habilitée, qui fréquente les musées, qui est socialement favorisée, qui pense avoir les codes, ne bloque pas ou ne monopolise pas en fait cette parole au détriment du reste d'une population qui pourrait peut-être on le voit dans le cadre d'opérations de collecte que l'on mène. En fait, il y a vraiment un travail et effectivement moi dans ces opérations-là, moi je ne suis pas présente tout à fait délibérément parce que comme tu le dis, je ne veux pas être là, donc je ne veux pas que ça biaise cette parole, mais en fait au-delà de ça, en fait nos sociétés on sait qu'il y a quand même même au-delà des questions des professionnels, quoi. Ouais, j'ai une anecdote récente. En fait, on a les Carmélites de Montmartre qui sont venus visiter une exposition à laquelle elles avaient participé à travers une interview.
Et donc, elle visite le musée et avec une médiatrice. Et à chaque objet, elle s'arrête, elle nous raconte plein d'anecdotes. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et elle nous propose de passer un après-midi avec elle au Carmel de Montmartre. Donc, on y allait avec toute l'équipe. Et elles nous ont, voilà, on a discuté avec elles. Puis à un moment donné, on leur dit, mais est-ce que vous seriez d'accord pour justement pour commenter les objets de nos collections, parce que elles ont une profondeur historique vraiment très très riche. Et puis c'est des objets qu'elles continuent à utiliser. Et donc elles ont accepté et elles nous ont, alors on l'a pas encore fait, mais elles nous ont écrit collectivement des cartels sur la plupart des objets qu'on présente dans les cellules des Carmélites. Du coup, évidemment, on va proposer ces cartels avec aussi le point de vue du musée, puisque voilà, l'idée c'est aussi d'avoir des paroles complémentaires, voire contradictoires. Et c'est vrai que c'était du coup un dispositif participatif d'une population qui, pour le coup, ne fréquente pas les musées, puisqu'elles vivent recluses, hein, et que la sortie au musée, c'était, quand on leur a posé la question, on leur demandait si elles sortaient souvent, ils nous ont dit que la sortie au musée, c'était parfois pour certaines la sortie de leur vie, donc c'était on avait un peu la pression. mais du coup ça a été une démarche participative qui par opportunité et parfois il suffit simplement d'écouter les publics qui font les visites avec les médiateurs pour que certaines informations ou anecdotes remontent et que ça constitue des sujets, quoi. Merci pour ces échanges que je trouve hyper passionnants sur la posture du musée. Je me présente Laura Armand-Dérouville. Moi, je voulais aller encore plus loin, peut-être, parce que est-ce que c'est pas les collections qui intimident les publics? Est-ce que il n'y a pas aussi une question à se poser sur quel est le rôle et l'utilité du musée en plus de ces collections pour déjà que certaines personnes osent passer la porte du lieu? Elisabeth, pour conclure. Ouais. Oh, je conclue. Je vais me faire disputer. Je pense justement que les musées de société, on a cette chance qu'on a des musées qui n'intimident pas. On n'a pas des musées, on a des objets qui n'intimident pas. Moi, je ne sais pas si vous regardez je me rappelle les gens dans les musées, notamment les anciens, donc parce que les jeunes, on les a tellement qu'ils n'osent rien toucher, mais les personnes âgées du territoire, mais ils tripotent tout ce qu'il y a à tripoter. Donc, au contraire, ça leur fait pas peur. C'est pas un musée d'art contemporain, hein. C'est pas un musée de beaux-arts. Ça leur fait pas peur. Moi, je crois au contraire, c'est ça qui leur fait pas peur. C'est de leur montrer un costume traditionnel, un objet, et de leur dire, alors ça vous rappelle quoi? Ça, c'est hyper puissant. Moi, c'est pour ça que je suis attachée aux collections. C'est une autre manière. Un texte, c'est 1 milliard de barrières. Vous parlez pas la langue, vous avez pas votre bac, vous avez pas... Un objet, ça ouvre. C'est incroyable ce qu'un objet, ça ouvre. Donc, gardons nos collections, mais faisons-en des choses. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose un quart d'heure de pause. Et merci à nos intervenants et intervenantes.